Mes chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir en votre nom à tous les représentants des sociétés de l'audiovisuel public. Nous recevons ce matin pour Arte France M. Boris Razon, directeur éditorial, et M. Axel Gokchek, chargé de mission au secrétariat général, donc qui arrivent. Pour France Média Monde, M. Roland Husson, directeur général en charge du pôle ressources, Madame Cécile Mégy, directrice des stratégies et coopérations éditoriales transverses, et Monsieur Thomas Legrand-Edel, directeur de la communication, des relations institutionnelles et de la RSE. Pour France Télévisions, Madame Muriel Pléné, directrice adjointe de l'information, et Madame Livia Sorin, directrice des relations institutionnelles. Et pour Radio France, Monsieur Charles-Emmanuel Bon, secrétaire général, et Monsieur Jean-Philippe Bell, directeur de l'information. Donc, j'ai en effet souhaité vous réunir aujourd'hui dans le cadre du cycle d'audition mené par notre commission en lien avec les états généraux de l'information, car le service public audiovisuel a selon moi un rôle primordial à jouer dans la production et la diffusion auprès de nos concitoyens d'une information fiable, vérifiée et de qualité. Et fort de cette exigence, vos services sont toutefois confrontés à de nombreux défis traversant la sphère informationnelle, que les tables rondes menées par notre commission ont contribué, je crois, à mettre particulièrement en lumière. Donc, qu'il s'agisse de la place croissante prise par des géants du numérique, souvent étrangers, dans l'accès du public à l'information, de l'arrivée de nouveaux acteurs qui transforment la pratique même du journalisme, ou de l'impact des fausses informations, les médias, on va dire, dits traditionnels, sont invités à repenser leur rôle pour demeurer des pôles de référence dans le domaine de l'information. Et donc, j'ai plusieurs questions, et ma première portera donc sur les stratégies déployées à cet effet. Quels moyens et idées mettez-vous en œuvre afin de maintenir votre légitimité et votre pertinence face à toutes ces transformations en cours ? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à remettre en question votre fonctionnement et intégrer de nouveaux modes de diffusion de l'information qui permettraient d'assurer que les jeunes, notamment, viennent chercher l'information sur vos canaux ? Un certain nombre d'entre vous pourront partager vos expériences. Et l'un des constats fréquemment opérés pour expliquer la persistance d'une certaine défiance des Français à l'égard des médias est celui d'une disparition progressive de la hiérarchisation entre les sources de l'information. Ainsi, par exemple, venant s'ajouter à une fatigue informationnelle qui pousserait nos concitoyens à se détourner purement et simplement de l'information, la confusion des genres entre information et divertissement ou commentaire contribuerait à une forme de démonétisation de l'information. Donc, partagez-vous ce diagnostic ? Et si oui, comment, selon vous, maintenir l'intérêt du public pour l'information et l'analyse de celle-ci ? Et enfin, ma dernière question portera sur les moyens consacrés à la production de l'information par le service public. Nous savons que de récents schémas de rapprochement et de rédaction spécialisés ont pu entraîner des mécontentements parmi certains journalistes concernés au sein des médias publics, au moment même où des projets de holding ou de fusion de l'audiovisuel public reviennent dans le débat. Donc, quelle est votre position sur de possibles rapprochements des rédactions de vos différentes antennes, et comment ceux-ci peuvent-ils s'opérer en assurant le maintien de la qualité du service public fourni ? Donc, oui, les questions sont nourries. Mes collègues vous en poseront d'autres. Donc, moi, je vais vous laisser la parole pour des propos liminaires d'environ 5 minutes qui ne comprennent pas forcément la réponse à mes questions. Je le dis puisque vous avez préparé des propos liminaires. Mes collègues poseront des questions et après, on fera des échanges où chacun pourra reprendre la parole afin de nourrir le débat. Donc, nous allons commencer, comme nous avions dit, par ordre alphabétique, mais inversé. Donc, Radio France commence. Alors, je ne sais pas qui de vous deux veut commencer. Il faut appuyer sur le bouton. Oui. Pourtant, je fais de la radio. Oui, tout à fait. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous entendre justement pour ces grandes questions que vous soulevez. Parce qu'effectivement, je crois qu'on est tous conscients et tous d'accord pour dire que nous sommes en plein dérèglement médiatique. Que l'information, vous l'avez dit, est de plus en plus contestée au moment où on considère, je pense tous ici autour de cette table, qu'elle joue pourtant un rôle central dans notre démocratie. Les réseaux sociaux, effectivement, ont pris une part importante dans notre société et nous, médias traditionnels, on se retrouve, de mon point de vue en tout cas, dans une position fragilisée car nos concitoyens sont perdus face au flot d'informations qu'ils reçoivent. Notre rôle en tant que service public, c'est de donner des repères, je crois, en tout cas de proposer une information de confiance, en réponse aux fake news qui nous inondent, en réponse aussi à la fatigue informationnelle dont vous parliez, mais aussi, et on l'a vu très récemment, aux menaces de
déstabilisation que nous subissons. Dans ce contexte, Radio France se doit d'être un des garants de l'information certifiée. Vous savez que nous avons créé il y a 7 ans une agence de vérification interne au sein de France Info qui maintenant touche tout Radio France, et nous sommes en train effectivement de la déployer au sein de toutes nos chaînes pour qu'une information diffusée ou publiée ne soit pas contestée, car vérifiée selon des critères très restreints, très précis, et un processus qui a été bien imaginé et mis en place. L'agence produit aujourd'hui 20 000 dépêches par an qui font référence pour toutes nos antennes. L'information sur Radio France, c'est tout de même 1200 heures par semaine, 1200 heures d'antenne. Nos antennes sont écoutées chaque jour par 15 millions d'auditeurs, et nous sommes conscients de notre responsabilité face à tous les défis que nous avons évoqués. Notre stratégie aujourd'hui, elle s'articule autour de 4 grands axes. Le respect du pluralisme, non seulement en suivant scrupuleusement les règles de l'ARCOM, mais aussi en assurant l'expression de toutes les opinions dans nos différentes tranches d'information. Nous faisons tout un travail pour s'en tenir aux seuls faits dans nos éditions et bannir tout commentaire. Le déploiement de notre agence au sein des rédactions doit nous permettre et nous permet d'instaurer des règles, et ces règles dont je faisais allusion tout à l'heure à partir de la certification de l'information, ça doit être, en tout cas pour moi, le socle de notre travail. La lutte contre la désinformation, qui est le deuxième axe, en multipliant sur tous les supports les formats de fact-checking, nos modules vrai ou faux, partagés avec France Télévisions, et l'ensemble de l'audiovisuel public sont multipliés, déployés sur tous les réseaux. Nous avons aussi lancé à la rentrée un nouveau format, Ça dit quoi, destiné aux plus jeunes, un format disponible tous les matins sur WhatsApp, Instagram et depuis peu sur TikTok. Le compte a recueilli 2 millions d'écoutes au mois de mars dernier, et donc nous sommes contents et fiers de ce succès parce que nous touchons un public nouveau. Le troisième axe, c'est un plan ambitieux d'action pour renforcer l'éducation aux médias. France Info a organisé en ligne 2 conférences récemment qui ont rassemblé près de 85 000 collégiens en collaboration avec le groupe Bayard pour les éveiller à l'info et les aider à démêler là aussi le vrai du faux et les informations qu'ils reçoivent. Des mallettes pédagogiques sont mises à la disposition des enseignants pour poursuivre le travail après dans leur classe. Par ailleurs, France Bleu, de son côté, multiplie les actions sur le terrain, bien entendu, dans les collèges, pour là aussi rencontrer les élèves et les sensibiliser aux techniques de l'information, en tout cas à lutter contre les fausses informations. Le dernier point, c'est la transparence sur nos pratiques. Nous avons organisé, vous vous en souvenez sans doute, au mois de novembre dernier, une journée portes ouvertes sur l'info à Radio France, en invitant nos auditeurs à participer à nos conférences de rédaction et à voir jusqu'où, j'allais dire, les sujets qui pouvaient être évoqués par les différents chefs de service et services aboutissaient à l'antenne et comment ils aboutissaient à l'antenne. Une initiative que nous avons décidé de renouveler une fois par mois sur France Inter notamment. Nos antennes consacrent chaque semaine une émission aussi à partir des messages de notre médiatrice pour là aussi faire acte de transparence et expliquer comment nous avons choisi de traiter telle ou telle information, telle ou telle actualité. Nous allons aussi parcourir la France dans les prochaines semaines pour échanger avec le public, parce que là aussi je pense qu'il faut retisser, recréer du lien et entendre les remarques de ce que peuvent nous dire les auditeurs, toutes les remarques, et leurs reproches d'ailleurs. Le premier rendez-vous, il est fixé, il est à Rennes, ça sera le 16 mai prochain. Et à l'occasion, nous avons lancé une grande consultation avec nos partenaires de Ouest France sur le rapport entre les Français et l'information. Il y a déjà 4000 personnes qui ont répondu et je sais déjà que ce rendez-vous-là sera suivi par un certain nombre de personnes. Je serai présent là-bas pour répondre à toutes les questions sans tabou. Radio France, je pense, se doit aussi d'avoir un traitement exhaustif de l'information. Nous sommes probablement les antennes qui, aujourd'hui, consacrent le plus de sujets à l'international. Antenne généraliste, je ne parle pas, bien entendu, de mes collègues de France Média Monde. Nous sommes allés en Inde récemment, nous sommes allés au Rwanda, en Iran, au Brésil, en Thaïlande, en Argentine, et depuis 2 ans, vous le savez, nous avons une couverture exhaustive et pleine et entière du conflit en Ukraine,
puisqu'il y a toujours 2 reporters en permanence à Kiev, là où nous n'avions pas de poste auparavant, mais la situation a fait que nous avons fait cet effort. De même en Israël, mais aussi au Liban et dans toute la région du Proche-Orient, nous avons une couverture complète de la situation depuis le 7 octobre dernier. Vous imaginez bien pourquoi. Je le dis souvent, l'information, et principalement l'information de terrain, que nous privilégions, a un coût. Pour voir, pour constater, pour décrire et pour analyser, il est nécessaire d'avoir les moyens de reportage qui vont avec, pour ne pas tomber dans les a priori et les commentaires trop faciles. Pour reprendre l'exemple de notre couverture de la guerre en Ukraine, nous avons consacré plus d'1 million d'euros pour assurer cette permanence sur le terrain. Par ailleurs, pour se déployer sur tous les réseaux sociaux, pour produire des podcasts de qualité comme nous faisons des choix au quotidien qui nous permettent de développer l'audio, en tout cas d'avoir une visibilité sur tous les supports. Mais pour cela, il est nécessaire, de mon point de vue là encore, que les contenus produits par un travail journalistique, selon les règles de notre profession, soient mis en avant par les algorithmes. C'est comme ça que nous gagnerons cette guerre de confiance. Radio France s'engage, comme l'ont fait précédemment ses partenaires de l'audiovisuel public, dans le processus de certification du Journalism Trust Initiative. Je suis convaincu que demain, ce label pourra être, devra être même pour les acteurs du numérique, le référentiel sur lequel ils doivent s'appuyer pour mieux référencer justement les informations qu'ils distribuent. Je le disais en début de notre intervention, nos concitoyens sont perdus, ils ont besoin de repères. Nous devons être, nous, en tant que service public, ce repère. Nous avons besoin de regagner la confiance, je vous l'ai dit aussi. Il est donc nécessaire que tous ces contenus soient différenciés et identifiés, je pense, comme étant des contenus de confiance sur toutes les plateformes, et la GTI est le bon moyen de l'obtenir, je crois. Je terminerai enfin pour vous dire que nous avons beaucoup de missions dans le service public, de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses, et une responsabilité supplémentaire, je vous l'ai dit, en ces temps de bouleversement de l'information. Mais pour remplir toutes ces missions, pour les assumer, il nous faut un financement stable et pérenne. Et ce financement stable et pérenne nous permettra d'avoir un cap clair, une vision globale des défis que nous devons relever, et surtout, je pense, d'être en mesure d'y répondre. Merci. Donc, nous passons à France Télévisions. Donc, je ne sais pas... Voilà. Madame Pléné, vous commencez ? Je commence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, avant toute chose, comme Jean-Philippe, permettez-moi de vous remercier pour l'organisation de cette table ronde dans le cadre de vos travaux en lien avec les États généraux de l'information. Je commencerai en rappelant brièvement la place qu'occupe l'information sur France Télévisions et dans l'offre audiovisuelle plus globalement. L'information est pour France Télévisions une priorité stratégique qui en fait la première offre d'information nationale et de proximité, atteignant un niveau de confiance de 75% des Français selon l'IFOP. Une offre d'information qui affiche sur le fond certains marqueurs, tels que la place essentielle des programmes d'investigation sur nos antennes, ou le déploiement de dispositifs de lutte contre les fake news, d'outils de transparence sur nos propres contenus et d'une information de proximité encore renforcée depuis septembre dernier. Je pense également, dans un autre registre, à l'accessibilité renforcée de l'information par le sous-titrage, l'audiodescription et la traduction en langue des signes. En volume, sur une année, ce sont environ 2000 heures d'information nationale que nous proposons sur France 2, France 3 et France Info, 17 700 heures d'information régionale et 10 700 heures d'information outre-mer. Au quotidien, ce sont quelques 6 heures d'information qui sont proposées sur France 2 et 4 heures sur France 3, auxquelles s'ajoutent les magazines de France 5 et notre chaîne d'information en continu France Info, Canal 27. Notre offre d'information touche ainsi chaque jour 18 millions de Français et chaque semaine un peu plus de 35 millions d'entre eux. Quant à la plateforme France Info, elle est en termes d'audience la première plateforme d'information de France. Si j'ai commencé mon propos par ces chiffres et cette photographie globale, c'est que la place et l'impact de nos contenus d'information nous obligent, comme le confirme une récente étude publiée par l'ARCOM le mois dernier. Il en ressort en effet que la télévision reste le premier mode d'accès des Français à l'information,
et que nos concitoyens conservent une attente très forte à l'égard des journalistes. Journalistes qui sont aujourd'hui des remparts face aux fausses informations, des garants du pluralisme, des contrepoids face aux sélections des algorithmes. Les répercussions des usages numériques sur la véracité et le pluralisme de l'information, que vous documentez d'ailleurs dans vos différents travaux et qui fondent également ces états généraux de l'information, confortent notre responsabilité. Ces usages nous offrent par ailleurs, à nous journalistes, un champ de créativité assez inédit, nouveaux formats, nouvelles propositions narratives, émergence de nouveaux talents. Ils nous appellent, nous les médias dits historiques, à nous renouveler, à nous questionner, ce qui est vertueux. Mais dans le même temps, nous sommes confrontés à de nouvelles problématiques auxquelles le service public de l'information se doit de répondre. On l'a dit, désinformation massive, ingérence étrangère, polarisation du débat public, éloignement des jeunes publics des médias traditionnels. Autant d'enjeux que nous intégrons à notre stratégie éditoriale pour conforter notre positionnement comme pôle de stabilité et concourir à l'effectivité du droit à l'information. Ainsi, nous investissons le champ numérique en lien avec nos partenaires de l'audiovisuel public, via notamment le site et l'application France Info, qui est aujourd'hui, je le disais précédemment, la première plateforme d'information de France. Nous menons aussi une réflexion approfondie sur à la fois les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle en interne et avec nos partenaires de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision. Nous nous attachons également à renforcer les liens avec la jeune génération en développant des formats adaptés, tels que C'est quoi l'info, notre JT jeunesse dédié aux 12-18 ans, lancé en septembre dernier et diffusé quotidiennement sur YouTube, nos réseaux sociaux, Snapchat, TikTok et également sur notre chaîne info. Et dans ce contexte de désinformation massive, nous avons fait de la lutte contre les fausses informations un axe majeur de notre stratégie éditoriale, avec des programmes récurrents comme Vrai ou Faux, label commun à l'audiovisuel public, émission de vérification de l'information. On a également l'œil du 20h, rubrique de décryptage de l'information dans le 20h de France 2. Nous disposons également de nos révélateurs, une équipe de journalistes, de vérificateurs de l'information et des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avoir la confiance des Français et lutter contre l'évitement informationnel qui touche 60% de la population constitue des enjeux capitaux. C'est pourquoi nous appliquons à nos propres contenus une exigence de transparence et de qualité, certifiée de manière indépendante. Nous avons déployé depuis 2021 nos sources, un dispositif accessible notamment grâce à un QR code et qui permet à nos téléspectateurs de consulter les sources documentaires utilisées par nos journalistes. Nous avons également fait le choix de nous engager dans des procédures exigeantes pour faire certifier nos processus éditoriaux, ce qui nous a permis d'obtenir le label Journalism Trust Initiative, label indépendant et reconnu. C'est tout le sens, enfin, de notre projet Confiance, déployé au mois de février dernier, par lequel nous mettons à disposition des publics sur une page dédiée de France Info, accessible également via un QR code, l'ensemble de ces dispositifs de transparence, ainsi que notre corpus de chartes déontologiques, qui fixe notamment le principe d'indépendance de l'information sur nos antennes. Cet espace nous permet également de renforcer la transparence sur le pluralisme de notre offre, en y publiant, par exemple, le décompte transmis à l'ARCOM du temps d'antenne de chaque formation politique. Une action éditoriale pour répondre aux enjeux que nous évoquions et qui est complétée par une action de terrain très importante, sur laquelle, si vous le permettez, Livia Sorin vous répondra. Merci. Donc, Livia Sorin pour... Merci beaucoup, je ne serai pas très longue. Alors, il faut... Madame Plenet... Ouais. C'est bon. Oui, on voulait vous parler d'éducation aux médias et à l'information parce que on sait que c'est un thème sur lequel vous avez beaucoup réfléchi au sein de la commission, un thème qui, à juste titre, vous préoccupe, nous préoccupe et nous oblige, nous également, en tant que médias de service public.
Il y a plusieurs chiffres qui ont motivé ça. Le premier, qui est quand même assez édifiant et qui a été mis en avant dans le cadre de la dernière étude de l'ARCOM sur le rapport entre les Français et l'information, qui est le fait que 60% des Français envisagent l'existence d'au moins une théorie du complot. Une autre étude qui date d'il y a quelques années disait que ce chiffre montait à 85% pour les jeunes âgés de 10 à 15 ans. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'accroître la part de nos ressources et la part de notre engagement consacré à cela, à la fois l'éducation aux médias et à l'information et la question du rapport au jeune public en particulier. Je ne vais pas vous rappeler l'existence de Lumni, notre plateforme éducative avec l'ensemble de l'audiovisuel public qui propose à la fois un accompagnement aux révisions des jeunes, mais également des éléments sur l'éducation aux médias et à l'information. Je voudrais vous parler d'une initiative qu'on a lancée en octobre 2022 et qui vient d'être rejointe par l'ensemble de nos collègues de l'audiovisuel public, qui est le Tour de France académique de l'éducation aux médias et à l'information. Ce Tour de France académique, on l'a lancé en octobre 2022, comme je vous le disais, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le CLEMI notamment également. On l'a fait voyager dans pas mal d'académies en France, dans l'Hexagone et Outre-mer. On est allé à Amiens, à Poitiers, en Guyane, à Rennes, mais également à Montpellier. Et on a proposé sur place, en lien avec les rectorats, des programmes sur 2 jours. Un jour pour former les enseignants à l'éducation aux médias et à l'information, en leur donnant des ressources issues de nos offres de programmes, pour leur donner des clés de manière à pouvoir transmettre de bons réflexes aux jeunes. Vous le soulignez, Madame la Présidente, la question de la hiérarchisation des sources est un énorme sujet. La question de la vérification des sources également. Et l'EMI s'avère extrêmement probante de ce point de vue-là. On observe notamment en matière d'évolution des comportements informationnels des jeunes des effets majeurs liés à l'action de formation en éducation médias info. C'est la raison pour laquelle on va continuer de monter en puissance là-dessus avec l'ensemble des forces de tous nos collègues de l'audiovisuel public pour continuer ces face-à-face avec les enseignants. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée de ce Tour de France qui se déroule dans chaque académie sur 2 jours, c'est un face-à-face avec les élèves. On utilise en fait nos ressources, notamment documentaires, on leur projette et on essaie justement de les sensibiliser au travail d'investigation qui peut être conduit à ce que ça nécessite en termes de recoupement, de vérification de ces sources, etc. C'est extrêmement important pour nous. Vous avez également évoqué, Madame la Présidente, la problématique des moyens consacrés à l'information. Et en effet, une information de qualité, une information vérifiée, certifiée, c'est une information qui coûte de l'argent, parce que c'est une information qui a de la valeur. Et on est à cet égard assez heureux que l'étude récemment publiée dans le cadre des États généraux de l'information démontre que 29% des dépenses opérées en matière d'information sur notre territoire, elle est opérée par l'audiovisuel public. Devant les médias privés qui, eux, opèrent 26% de cette dépense. Et évidemment, on est dans l'audiovisuel ceux qui consacrent le plus de ressources, évidemment, à l'information, mais la presse écrite, et il est extrêmement important de le souligner, représente 44% de cette dépense. Vous avez également évoqué, d'une certaine manière, l'invisibilisation de contenus vérifiés, certifiés dans un univers informationnel qui se caractérise par la montée en puissance des fausses informations. C'est évidemment quelque chose que l'on partage. Je ferai écho à une proposition qu'a commencé à formuler Jean-Philippe Baye, qui prenait la parole avant nous. On observe la prolifération de fake news sur les réseaux sociaux. Quand on regarde TikTok et qu'on tape certains mots-clés liés par exemple à des conflits en cours, les premières vidéos qui sortent sont systématiquement des vidéos issues de comptes pratiquant la désinformation. C'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il puisse y avoir une visibilité préférentielle des contenus produits par des médias certifiés, que ce soit les médias reconnus récemment par l'ARCOM comme service d'intérêt général, les médias labellisés au titre du label JTI que nous avons, Radio France et nous, évoqué, et que France Média Monde, j'imagine, évoquera également, comme ils en sont également, comme ils sont également labellisés. Donner à ces contenus une visibilité préférentielle dans ces espaces-là nous paraît être extrêmement important. Je terminerai par, évidemment, la question du financement qui a déjà été abordée. Qui dit indépendance et besoin de protéger une information certifiée, vérifiée, de confiance, dit aussi nécessité de disposer d'un financement qui soit à la fois d'un montant suffisant, qui soit pérenne et qui permette réellement de garantir à l'audiovisuel public son indépendance. Merci. Merci. Donc maintenant, nous passons à France Média Monde.
Et je crois que je suis la première, oui, sur la liste de France Médias Monde. Merci Madame la Présidente, merci Madame, Monsieur le député de votre présence et de nous convier à nous exprimer devant vous dans le cadre de vos travaux sur les États généraux de l'information. J'insisterai sur les spécificités de France Médias Monde parce que nous partageons bien évidemment tous les propos qui ont pu être tenus précédemment. France Médias Monde qui s'adresse à des publics mondiaux en français et en 20 langues étrangères et qui est donc présent dans le monde entier à travers nos antennes, mais aussi bien entendu nos environnements numériques. L'information est l'axe majeur de la ligne éditoriale de nos 3 médias, en continu pour les 4 chaînes de France 24. Et cette information est vraiment la colonne vertébrale des 2 radios que sont RFI et Monte Carlo Doualiya. Alors, en témoigne, par exemple, à titre d'exemple, mais ça n'est pas exhaustif, le déploiement sur le terrain au plus près des faits et de l'observation des faits, les 250 correspondants hors envoyés spéciaux que nous comptons dans notre réseau. Alors, dans ce cadre, FMM tient son rang dans le paysage audiovisuel mondial avec environ en 2023, 255 millions de téléspectateurs, auditeurs et internautes chaque semaine en contact avec l'un de nos contenus, mais dans un contexte international dans lequel nous sommes en première ligne et un contexte de plus en plus difficile, de très fortes tensions sur le plan géopolitique. Nous en faisons les frais directement à travers des coupures, des mesures de censure dont nos chaînes et nos correspondants sont victimes, un risque sécuritaire accru sur le terrain, mais également dans l'univers numérique pour nos journalistes qui sont victimes, pour certains d'entre eux, de véritables campagnes de haine en ligne, l'essor, bien entendu, des infox, des manipulations dans des stratégies de déstabilisation délibérée, accentuées par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, nous y reviendrons, et une concurrence exacerbée dans le paysage audiovisuel mondial face à des acteurs qui ne respectent pas nos critères, qui ne les partagent pas, qui ne les respectent pas, nos critères déontologiques et professionnels. Alors dans ce contexte marqué par la polarisation, la propagande, la défiance, il est d'autant plus essentiel d'affirmer l'importance de médias de service public, producteurs d'une information indépendante, vérifiée, pluraliste et équilibrée. Je vous en dirai quelques mots dans un instant, mais il ne faut pas pour autant être naïf. Nous montons en puissance dans nos capacités de riposte et de lutte contre les infox en restant fidèles à nos valeurs et à nos principes déontologiques et professionnels. Et puis Roland Husson, le directeur général de France Médias Monde, reviendra également sur un point qui nous semble essentiel. Le droit à l'information suppose aussi, bien entendu, de maîtriser toutes les révolutions à l'œuvre dans l'espace numérique. Et nous vous donnerons quelques exemples de nos actions et préconisations dans ce domaine. Donc dans ce contexte international, polarisé, on l'a dit, en proie à la propagande, accentuée bien évidemment par le fonctionnement de l'univers numérique dans son ensemble et par les algorithmes en particulier, France Médias Monde estime que la fabrique de l'information s'inscrit dans un cadre déontologique et doit s'inscrire dans ce cadre déontologique clair, partagé par tous les journalistes du groupe. Une charte de déontologie est bien sûr à l'œuvre dans notre groupe, un corpus de textes qui encadre la sûreté éditoriale, la protection des sources, l'investigation, les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle dans le cadre de la production éditoriale, l'encadrement des collaborations extérieures accompagne cette charte de déontologie. Et ces textes correspondent également à une organisation interne dédiée à ces sujets, la commission de déontologie, mais également le CHIPIP, le comité pour l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes. Pour tisser et entretenir également la confiance avec nos publics, nous nous attachons à la transparence de notre cadre éditorial. Nous montrons de plus en plus les coulisses de cette fabrique de l'information. Des modules et des productions dédiées sur les antennes arrivent aujourd'hui. Témoins d'actu, qui était un podcast, devient maintenant et un podcast et présent sur l'antenne de RFI. L'Atelier des médias, qui est une émission historique de Radio France Internationale, ou encore Pourquoi RFI dit ça, ainsi que l'intervention du médiateur qui devient
de plus en plus récurrente sur l'ensemble de nos antennes. Et nous avons la chance d'avoir un médiateur qui parle 3 langues, donc ce qui facilite dans l'environnement des médias de France Médias Monde. Nous saisissons toutes les opportunités également, et cela a été évoqué par les interlocuteurs précédents, pour réaffirmer le cadre de notre indépendance et de notre déontologie. La certification GTI, donc Journalism Trust Initiative, en a été un point essentiel depuis l'année dernière. Il nous semble aujourd'hui nécessaire, indispensable de soutenir et de continuer à développer cette démarche de labellisation. Cela peut répondre à une demande des citoyens qui, selon une étude Harris, sont favorables à 70% d'entre eux à la labellisation des médias pour disposer de repères, et ça semble essentiel, dans un espace informationnel bouleversé. Cette labellisation doit aussi être, et c'est l'autre volet de cette action, valorisée par les plateformes numériques pour renforcer, comme le disait précédemment France Télévisions, la visibilité des médias qui en disposent et ainsi lutter contre ces effets de bulles de filtre et les logiques algorithmiques qui alimentent la prolifération des infox. Cela irait dans le sens également, et enfin, du Media Freedom Act adopté au niveau européen et dont les considérants visent justement à promouvoir la labellisation de GTI qui y est citée, pour renforcer la visibilité des médias qui disposent et qui sont présents sur ces plateformes. Pour autant, je le disais, il ne faut pas être naïf. Nous faisons face à un déferlement d'infox, de manipulations sur les réseaux sociaux. Ces manipulations sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus fréquentes. Elles utilisent l'IA générative, elles détournent aujourd'hui les contenus de nos médias, et France Médias Monde en a fait les frais encore ces dernières semaines. Ce sont des exemples qui datent de quelques jours et qui se sont multipliés au fil des semaines. Détournement de la voix de nos journalistes, usurpation de nos marques en créant des contenus totalement faux, mais qui adoptent les chartes, les codes graphiques et jusqu'aux signatures de nos journalistes. Donc l'objectif est manifeste, sur le fond comme sur la forme, c'est de créer de la confusion et de la déstabilisation. Face à ce phénomène, nous faisons monter en puissance notre organisation et nos capacités de riposte. Si France Médias Monde est historiquement engagé dans la lutte contre les infox, avec une quinzaine de programmes qui sont dédiés dans toutes les langues, une équipe à la pointe en matière de vérification que sont les observateurs de France 24, s'y est ajoutée récemment la cellule de vérification et d'investigation numérique à RFI, InfoVérif, qui complète ce dispositif qui se veut totalement transverse, qui s'accompagne d'un renforcement de la coordination avec toutes les rédactions en français, mais également en langues étrangères, qui sont de véritables vigies de l'apparition de ces manipulations de l'information sur les réseaux qu'elles observent et qu'elles surveillent. Nous avons également formalisé une procédure interne d'alerte pour contrer ces attaques qui manipulent nos images ou détournent nos identités, pour profiter, on le sait, on le voit, ce détournement est une manière de profiter de notre notoriété et de l'impact mondial de nos médias. Des procédures spécifiques sont donc mises en place, veille, alerte, traitement éditorial le plus rapide et pertinent possible, et une dissémination rapide pour débunker de manière réactive et efficace ces manipulations, en lien évidemment avec nos confrères et consoeurs de l'audiovisuel public. Les équipes sont en lien au niveau des équipes éditoriales, et c'est ce qui aujourd'hui nous semble le plus efficace. Un point de vigilance sur ce phénomène, il nous semble essentiel d'évaluer la pertinence et la nécessité du débunkage de telle ou telle fausse information et manipulation qui circule. Le risque serait de traiter trop rapidement ou de façon trop visible cette infox, même si on peut la surveiller pendant un temps moyen, et éviter de participer à sa viralisation en la faisant porter par nos médias. Tout cela nous semble essentiel, et à cela s'ajoute un public averti. Et donc, l'accent mis sur l'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes également très mobilisés aux côtés de nos confrères de l'audiovisuel public, que ce soit Radio France et France Télévisions. Nous touchons à peu près 3000 élèves par an qui échangent avec nos journalistes, et nous complétons ces actions avec des actions hors de nos frontières, auprès de nos publics cibles, et notamment auprès des établissements des lycées français de l'étranger. Voilà, donc ça, c'est l'arsenal à peu près complet. Et je passe maintenant la parole à Roland Husson. Oui,
Je rappelais juste les règles du jeu au départ qui étaient de 5 minutes par organisation. Donc, non, mais pour que voilà, ça déborde largement, je vous... Comment? Non, on n'est pas beaucoup. Non, mais je dis, c'est parce qu'après, c'est pour qu'on ait des échanges avec la salle et que tout le monde puisse s'exprimer et que ce soit interactif. C'était par rapport à cela. Donc, Monsieur Husson. Merci, Madame la Présidente. Je serai très bref. Vous avez soulevé la question du numérique et de l'adaptation au numérique. Et donc, on voulait conclure sur ce point parce que c'est effectivement un des sujets qui soulève le plus d'enjeux de régulation, voire d'intervention du législateur. Donc, nous sommes particulièrement exposés à France Média Monde, puisque, bien sûr, je reprendrai à mon compte tout ce que mes collègues des autres entreprises de l'audiovisuel public ont pu dire, mais la révolution du numérique, nous la voyons donc, non seulement en France, nous sommes un peu présents, mais surtout dans le monde entier. Et Cécile disait, on touche près de 260 millions de personnes chaque semaine dans le monde. Près de 90 millions, c'est à travers les outils numériques. Et majoritairement à travers des plateformes, puisque nous avons bien entendu des environnements propres que l'on développe, sites et applications, mais contrairement à nos collègues qui sont actifs sur le territoire national, pour nous, on ne peut pas faire de la promotion marketing de cet environnement propre dans tous les pays. Et donc, on a une stratégie dite per distribution raisonnée, c'est-à-dire de présence sur l'ensemble des carrefours d'audience, donc y compris les plateformes. Et ce que l'on observe, c'est que bien entendu, ces plateformes ont leur propre politique, qui parfois peut se faire aux dépens des médias d'information ou de la bonne information et servir la désinformation. Les grandes plateformes, par exemple celle du groupe Meta, peuvent prendre des décisions qui vont reléguer les informations très bas ou voir, c'est un peu ce qui se passe en Australie en ce moment, ne plus diffuser de contenu d'information. Et donc, il y a un impact pour l'accès du public à l'information qui peut être radical dans certains cas. Et je pense qu'en la matière, l'Union européenne et la France sont ceux qui sont le plus avancés sur la réflexion en matière de régulation pour prendre en compte ces évolutions. Et je pense que les débats dans le cadre des états généraux de l'information doivent s'emparer de ce sujet. Alors la France a toujours été en première ligne effectivement sur ces questions. On note avec une grande satisfaction l'avancée permise donc, par la transposition de la directive de services médias audiovisuels sur la visibilité appropriée. Et donc Livia de France Télévisions y faisait référence, qui va permettre sur les outils connectés une visibilité des services d'intérêt général dont nous faisons partie en tant que service public de l'audiovisuel. Et ce type de visibilité appropriée nous semble devoir être développé sur le plus de plateformes et le plus de supports possible. Et le recours à des labellisations comme le GTI qui a été évoqué peut aller aussi dans ce sens. Donc pour nous, le premier enjeu de régulation, voire de législation, c'est la visibilité sur les plateformes numériques. Le deuxième enjeu, c'est la question de la répartition de la valeur. Et là encore, la France et l'Union européenne ont été, je dirais, des formes d'avant-garde dans le monde, avec le droit voisin de la presse. Et c'est un type de réflexion qu'il faut pousser, y compris vis-à-vis des plateformes, et y compris maintenant avec le développement des outils d'intelligence artificielle, voir comment on s'assure que ces outils vont permettre un partage de la valeur qui permettra aux médias d'information de continuer à financer de l'information. Aux États-Unis se développent des moteurs de recherche qui intègrent de plus en plus des mécanismes d'intelligence artificielle et où quand vous posez une question dans le moteur de recherche, vous avez une réponse qui apparaît immédiatement, et ce qui fait que les utilisateurs n'ont plus à se tourner vers les médias d'information. Donc pour nous, ces enjeux appellent une intervention des régulateurs, voire des législateurs. Et l'intelligence artificielle, pour nous, elle consiste aussi à revoir nos façons de travailler. Elle nous offre de grandes potentialités. Comme disait Cécile, nous travaillons en 21 langues et on utilise déjà des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir transposer des productions que l'on a dans certaines langues dans d'autres langues ou pour adapter des formats 16/9 pour des médias traditionnels pour diffuser sur les réseaux sociaux en format vertical ou carré.
Bien entendu, tout cela nous faisons dans un cadre de contrôle éditorial par des journalistes. On a des règles, un guide de bonne pratique en la matière, un comité de pilotage. Mais sur tous ces enjeux-là, une intervention, une régulation s'avéreront certainement décisives dans les années qui viennent. Enfin, je ne peux que conclure en reprenant à mon compte ce qui a été dit par mes collègues de France Télévisions Radio France sur le fait qu'une information indépendante, elle repose sur la confiance. La confiance pour l'audiovisuel public, c'est aussi donc bénéficier d'une recette affectée. Et Madame la Présidente, je sais que récemment vous avez pris position sur le sujet. Je voulais juste dire que pour France Média Monde, comme pour nos collègues, c'est un sujet essentiel. Pour nous, France Média Monde, c'est un sujet existentiel, puisque nous, la question peut se poser en France, mais dans le reste du monde, nous sommes exposés, nous avons des concurrents, voire des adversaires. Je peux citer la Russie, par exemple, sur certains territoires, qui exploitent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer de discréditer notre action. Et donc, si la France n'avait plus un financement par une recette affectée de son audiovisuel public, bien entendu, ça serait exploité par nos détracteurs. Et comme vous le savez, on a eu une expérience difficile à Berlin, pays allié, où au moment où la suppression de la redevance a entraîné la question de la budgétisation de notre financement, le régulateur berlinois a considéré que notre distance à l'État, c'était le terme en allemand qui était utilisé, était insuffisante et a envisagé de nous retirer notre fréquence à Berlin. Donc la question doit être réglée d'ici la fin de cette année. Pour nous, je vous le dis très simplement, c'est vraiment une question existentielle. Merci de votre attention. Merci. Donc maintenant pour Arte, Monsieur Razon, vous commencez ? Oui. Le micro, alors. Autrement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci de m'avoir invité à m'exprimer dans le cadre de ce cycle d'audition consacré aux nouveaux enjeux de la production de l'information. J'essaierai d'être bref, parce que mes collègues ont dit beaucoup de choses et qu'effectivement le temps est court et que les échanges, ce sera toujours mieux. Un tout petit mot sur Arte avant de me concentrer sur les enjeux de manière générale. D'abord, Arte, aujourd'hui, c'est un bouquet de 3 propositions éditoriales, une chaîne linéaire, une plateforme, arte.tv, et des chaînes sociales qui vont de TikTok à Snapchat en passant par Twitch, et j'en passe de nombreuses. Et le centre de gravité d'Arte s'est largement déplacé du linéaire vers le numérique, et son existence numérique est aujourd'hui bien plus importante que son existence linéaire. Et notre stratégie éditoriale repose sur 3 piliers. D'une part, l'éclectisation, l'idée qu'on offre une diversité de programmes qui est traitée partout avec la même exigence. La plateformisation, à savoir la présence sur le numérique partout où on peut rencontrer le public. Et l'européanisation, c'est ce qui nous distingue, puisque nous nous revendiquons nous avons une vocation de chaîne culturelle européenne de référence. Notre ambition, en fait, c'est de faire de chacun des canaux sur lesquels nous nous trouverons un espace de rencontre privilégié avec nos publics, en misant sur la découvrabilité et sur ce que nous pouvons apporter en tant que tiers de confiance dans un monde où la défiance est absolument partout. La rédaction d'Arte a ce site particulier qu'elle est composée d'une centaine de journalistes et franco-allemande dans sa composition même. Elle produit plusieurs rendez-vous d'information, dont Arte Journal, Arte Journal Junior, Créatour, Arte Info Plus, Arte Europe Weekly, qui chacun à leur manière apportent un regard européen sur le monde et aussi sur notre pays. Ce déplacement de perspective change naturellement la hiérarchie de l'information. L'autre singularité d'Arte, c'est sa capacité à articuler savoir académique et information. C'est le cas depuis 30 ans avec le dessous des cartes et sa déclinaison quotidienne plus récente, le dessous des cartes, l'essentiel, qui fait de la géopolitique un biais d'accès à l'information en s'appuyant sur du savoir académique. Même chose avec le dessous des images qui acculture les internautes aux méthodes de production d'images, mais aussi et surtout à leur analyse au moment où, nous le savons tous, l'image et la vidéo sont le nouveau carburant de l'information, mais aussi des véhicules très forts d'émotion et de désinformation. Enfin, Arte produit en ligne un grand nombre de formats, comme Désintox depuis plus de 10 ans, ou Citizen Facts, qui vise à vérifier l'information, à la fact-checker. Sans compter évidemment un très grand nombre de documentaires d'investigation ou de société.
Vous le voyez, l'information chez Arte est très présente, elle se caractérise, je dirais, par deux aspects. D'une part, elle est multipolaire, et d'autre part, elle est transnationale, avec un point de vue qui n'est jamais ancré dans un pays, mais bien un point de vue européen. Et par ailleurs, avec une forme d'esprit de résistance à l'ère du temps, où nous nous détachons du flux pour tenter toujours d'offrir du recul. Et le contexte actuel, qui est marqué à la fois par la mondialisation, la désintermédiation et l'émergence de l'intelligence artificielle, représente pour nous tous un défi et une opportunité. La consommation de contenu audiovisuel évolue rapidement, et nous essayons d'anticiper ces changements pour continuer à toucher et à engager les publics. Avec deux enjeux principaux: être capable de proposer une information fiable, indépendante et de qualité, mais aussi, et peut-être surtout, de rendre accessible, visible et découvrable cette information. Si je dois résumer ainsi l'enjeu qui se pose pour nous, comme pour les autres sociétés de l'audiovisuel public, c'est comment assurer la production d'une information fiable et indépendante dans un monde hyper connecté et submergé d'informations dont certaines ne sont pas vérifiées. Au fond, on constate qu'il y a aujourd'hui une grande mutation de l'espace informationnel, avec deux changements majeurs. D'une part, cet espace est devenu circulaire, dans la mesure où le public, les interfaces et les producteurs d'informations peuvent chacun distribuer et relayer ce qui est produit par les autres. D'autre part, dans cet espace auparavant cloisonné, on a aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont souvent le premier biais d'accès à l'information, où tous les types de messages sont mélangés et toutes les conversations et les degrés de langage sont au même niveau. L'information se trouve désormais noyée dans un mélange de messages dont on ne parvient pas toujours à distinguer l'émetteur. Or, dans le domaine de l'information, tous les messages ne se valent pas et tous les émetteurs n'ont pas le même statut. Dans ce contexte, on a pu constater à la fois l'enfermement à travers les algorithmes dans des bulles de filtre, mais aussi une stimulation de la diffusion de fausses informations, particulièrement à travers la viralité que leur apportent les réseaux sociaux, et enfin, les manipulations de l'information en ligne que mes camarades de l'audiovisuel public ont évoquées dans le cadre de campagnes de désinformation qu'on appelle la guerre des récits, de désinformation où l'objectif est, pour avoir moi-même enquêté pendant des années sur les enquêteurs russes, l'objectif est souvent de créer du chaos et de la défiance à tous les niveaux. L'autre changement qui, pour nous, est notable et essentiel, et j'en parlais un tout petit peu auparavant, c'est qu'on est passé d'un monde d'édition de l'information à un monde de flux. Nous vivons dans un temps sans arrêt, dans une sorte d'urgence permanente. Et concrètement, cela aboutit à ce que certains médias s'affranchissent de plus en plus souvent des règles élémentaires de notre métier. C'est pour nous l'inverse de notre démarche, où pour nous l'enjeu majeur est de préserver un espace public informationnel, dans un contexte où il est menacé, sous le double effet de la technologie, de la polarisation du débat public, sous l'impulsion des réseaux sociaux, et du vertige informationnel lié à la démultiplication possible des productions avec l'intelligence artificielle générative. Et au fond, cet espace public se réduit et se transforme en un champ de bataille. Notre mission est de tenter de le préserver, cet espace, pour maintenir une idée simple. Il existe des informations fiables, il existe des vérités scientifiques. Sans cet espace informationnel, en fait, c'est tout bonnement l'idée démocratique qui est atteinte. Et le phénomène de fatigue informationnelle en atteste déjà. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle, et je terminerai là-dessus, et brièvement, je vous l'assure, nous menons depuis longtemps des réflexions sur l'intelligence artificielle avec une approche qui se veut à la fois éthique et pragmatique. Arte est depuis longtemps un laboratoire d'expérimentation en matière d'intelligence artificielle et nous y avons déjà recours dans différents domaines d'activité, notamment parce que notre chaîne a cette caractéristique d'être multilingue dans le traitement multilingue de l'information ou de nos programmes, ou par ailleurs pour la réduction de l'empreinte environnementale de nos activités numériques à travers l'optimisation des encodages vidéo. Alors, pour nous, l'enjeu majeur de l'intelligence artificielle de demain, c'est évidemment la découvrabilité des programmes et de l'information, sachant que l'irruption dans nos vies quotidiennes des assistants personnels aura, en lien avec une dynamique de plateformisation, des impacts majeurs sur cette découvrabilité. Et cette question risque d'être essentielle, voire cruciale, voire vitale ou existentielle pour des médias comme les nôtres. Enfin, il y a un risque, et je terminerai là-dessus, de dégradation de l'espace informationnel lié à l'intelligence artificielle, avec un accroissement absolument colossal des messages et des vidéos produites, et une saturation de l'espace, et une facilitation de la production de désinformation. Et donc, dans un contexte aujourd'hui de désinformation massive, de fatigue,
Le risque est très fort, s'il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, d'avoir un paysage informationnel extrêmement chaotique. Nous, ce qu'on essaye de faire modestement, c'est d'être un tiers de confiance dans un monde de défiance pour proposer une information fiable, vérifiée, indépendante et offrir des clés de compréhension du monde à notre public et sur tous les canaux de diffusion. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer aux questions de mes collègues. Donc, Céline Calvez commence. Alors, non, c'est bon, j'ai réussi à te donner le micro sans couper tout le monde. C'est super. Merci Madame la Présidente. Merci pour l'exposé de tout ce que le service public peut faire pour l'information des Français et de par le monde également. Merci aux équipes que vous représentez, qui le font au quotidien. Je voulais revenir sur la notion de certification. On en voit les avantages, on en voit certaines conditions. Je voudrais vous proposer aussi d'échanger éventuellement sur les inconvénients de la certification. Parce que certains pourraient s'en servir pour cataloguer un certain type d'informations. Je voulais vous entendre sur ces éventuels inconvénients et comment les éviter aussi. Un autre sujet, je reviens sur le coût ou en tout cas le prix ou les investissements dans l'information. Effectivement, on a eu la semaine dernière des informations sur le coût que représente l'information et le part de l'audiovisuel public. Ce qu'on a du mal encore et que cette étude n'a pas encore montré, c'est quels sont les contenus. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup. Comment on peut avoir plus de visibilité sur les contenus? Quelle est la part des contenus dans la masse globale de l'information qui sont produits par l'audiovisuel public? C'est une question qui n'est pas simple, je vous accorde, mais je pense que c'est important aussi qu'on se dise comment on évalue au-delà de la somme la qualité aussi de l'information. Et j'en terminerai par là pour ces questions. Et merci également d'éclairer peut-être une dernière sur l'obligation d'information. De la même manière qu'on a des obligations d'investissement dans la création, on peut s'intéresser aux obligations qui sont faites d'investissement et d'exposition de l'information. Vous y contribuez, vous y répondez parce qu'on vous demande d'exposer de l'information, vous y contribuez puisque vous investissez. Que pensez-vous de pouvoir le faire aussi bien pour le privé que pour le public? Je sais qu'on n'aime pas trop les obligations, et parfois c'est une manière aussi de répondre et de contraindre d'autres acteurs. Merci. Merci Madame la députée. Iñaki Etxaniz. Merci Madame la Présidente. Pas forcément de questions très précises pour en tout cas vous remercier déjà de l'exposé que vous nous avez présenté aujourd'hui et pour la qualité de votre travail au quotidien. C'est un sujet que nous maîtrisons bien désormais avec Madame Isabelle Roche pour avoir travaillé sur l'évaluation de la loi Bloch. Simplement vous dire que je vous rejoins sur le fait qu'une information de qualité coûte cher et que pour la financer, il faut effectivement des financements durables dans le temps et du coup vous interroger sur votre vision d'une modification de la LOLF qui semble peut-être arriver, mais Madame la Présidente a peut-être plus d'informations que moi sur le sujet, même si nous continuons et nous continuerons de défendre l'idée d'une redevance universelle et progressive qui permettrait, selon nous, déjà de garantir un lien entre nos concitoyens et les services publics et de vous donner les moyens suffisants pour faire vos missions. D'autant que, vous l'avez dit, mais c'est toujours bien de le répéter, que le public a encore une grande confiance dans la qualité de l'information du service public et que les uns et les autres, vous arrivez à obtenir des parts de marché, si on doit parler comme cela, assez importantes. Et avec, et vous le savez aussi, les uns comme les autres, mon goût pour l'information de proximité et les éditions locales, que ce soit à la radio ou à la télévision, et donc et ça coûte effectivement de l'argent aussi de faire de l'information de proximité. Donc votre regard sur la modification de la LOLF, et puis sujet d'actualité
également, alors je sais qu'il peut y avoir des divergences entre vous et aussi entre les salariés et les présidences des institutions sur la fameuse holding, ou en tout cas la synergie au sein de l'audiovisuel public voulu par la ministre. Quel regard vous portez sur ce sujet? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte derrière de vouloir faire des économies au détriment justement d'une information de qualité qui n'est pas la même que ce soit à la radio ou à la télévision? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Sophie Mette. Merci Madame la Présidente. Veuillez excuser mon retard. Donc je ne poserai pas une question trop globale. En tout cas, je vous remercie d'être présent et de répondre effectivement à l'invitation de notre présidente de commission sur ces sujets des États généraux de l'information. Moi, j'aurais voulu savoir, alors je m'adresserai peut-être un peu plus à Arte puisque je suis arrivée quand... voilà. Monsieur Razan parlait. Vous avez parlé d'esprit de résistance. Je trouve, voilà, effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'être résistant par rapport à la désinformation. Vous avez parlé de l'utilisation de l'IA. Donc, je pense quelles sont vos réflexions aujourd'hui? Et après, cette réflexion, elle s'adresse à tout le monde par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre pour pouvoir assurer que cette intelligence artificielle peut aussi vous protéger? C'est-à-dire que, bon, elle est dangereuse. Il y a un flux, on va dire, ça peut être dangereux vis-à-vis de vous, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer pour utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle protège vos sources d'information et vos médias? Merci. Merci, Madame la députée. Donc, qui commence pour répondre à mes collègues? C'est pas forcément l'ordre de départ, mais ça peut l'être. On peut commencer par Radio France. Je viens démarrer et répondre à la question de Madame Calvez, notamment sur la certification. Est-ce que je peux vous renvoyer la question? C'est qu'est-ce que vous craignez s'il y a une certification effectivement de nos contenus? Moi, ce que je relève et je remarque, c'est que aujourd'hui, n'importe quel citoyen est un médiateur quelque part avec son smartphone et peut faire de l'information, ou en tout cas faire croire qu'il fait de l'information. Or, nous avons tous des règles, nous avons une déontologie, nous avons des règles de certification, de vérification, et je pense qu'elles sont communes autour de la table pour en tout cas tous les médias de service public, et même pour beaucoup de médias ici en France. Mais justement, je parlais tout à l'heure du public qui est perdu et qui ne sait plus à qui se fier. Cette certification pourrait au moins dire, ça, ce sont des contenus. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on devienne des contenus d'État. Mais faites-nous confiance pour avoir notre liberté, notre indépendance par rapport à tout ça. Donc, je comprends bien cette difficulté-là, mais aujourd'hui, comment se repérer? Quand on écoute des médias traditionnels, quand on regarde des médias traditionnels ou qu'on lit des journaux, je vais dire classiques, les gens peuvent se repérer, mais par rapport aux réseaux sociaux, comment se repérer? Qu'est-ce qui émane d'une information vérifiée avec nos critères, ou est-ce qui émane d'une fake news, quoi? C'est ça la difficulté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je vous la renvoie quelque part, parce que comment faire la différence aujourd'hui? Céline, si tu veux... Alors, voilà, c'est bon pour le micro. Je trouve que vous y aviez bien répondu, puisque en fait, quand on labellise, quand on certifie ou quand on étiquette, on peut avoir une crainte que ça se retourne, même si le process répond vraiment à cela. Ça peut être utilisé en disant mais tout ça ne répond qu'à une stratégie de propagande ou autre. Donc merci de votre réponse. Oui. Mais... Je peux me permettre d'ajouter un tout petit élément, et c'est vraiment du complément. Ce serait effectivement contre-productif. Ça pourrait être contre-productif si ça n'était qu'un élément dans notre arsenal. Je pense que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et que tout ce qu'on a tous décrit, qui va de l'ordre de la transparence, parce que informer les publics sur ce que ça veut dire, cette certification, le questionnaire, c'est 200 questions. C'est pas juste on est copain avec machin et on est certifié. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux, corroboré par l'avis d'un tiers et un cabinet spécialisé. Enfin, voilà, et qui doit être renouvelé tous les deux ans. Donc, c'est quand même une procédure extrêmement lourde.
un peu coûteuse parfois, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Et je pense que ça, il faut l'expliquer à nos publics. Et tout ce qu'on a dit, à la fois de l'ordre de la transparence, de l'éducation aux médias, à la fois sur nos antennes et au-delà et hors des murs de nos médias, ça participe aussi à créer cette confiance. Ça ne peut pas être uniquement le seul et unique élément, à mon sens, à notre sens. Peut-être du côté de France Télévisions, sur la certification, j'y reviendrai pas parce que je pense qu'on partage assez largement ce qui a été exprimé par nos collègues. Sur la question, l'autre question que vous posiez, Madame la députée, de l'obligation d'exposition de l'information, nous, après, il ne nous appartient pas forcément de nous prononcer sur ce qui pourrait, devrait ou révocation être mis en œuvre en dehors de notre strict périmètre de l'audiovisuel public. Ce qui peut être rappelé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, et là, je pense que je parle au nom de tous mes collègues, qu'il s'agisse de notre cahier des charges ou de notre contrat d'objectifs et de moyens, on a des obligations qui portent sur plusieurs niveaux, à la fois des obligations en termes de quantité d'informations, des obligations en termes de processus qui permettent de garantir la manière dont l'information est vérifiée, certifiée, etc., dont elle est jugée de qualité pour pouvoir passer à l'antenne. Et on a dans notre contrat d'objectifs et de moyens, et je pense que c'est un petit peu pareil ici, des indicateurs dont on rend compte à la représentation nationale et à l'ARCOM chaque année, qui portent à la fois sur la couverture de notre offre d'information, le nombre de gens, le pourcentage de gens qu'on touche, qui concerne la confiance que ces mêmes citoyens accordent à notre offre d'information, qui est pareil, un élément, un indicateur dont on rend compte chaque année. Encore une fois, l'audiovisuel public a aussi ses spécificités. On est une balise de confiance pour les citoyens, il convient qu'on le reste, donc d'une certaine manière, que ces obligations-là nous soient faites, entre guillemets, pour le moment à nous seuls, c'est pas forcément quelque chose qui est de nature à nous choquer, mais c'est plutôt quelque chose d'une certaine manière qui nous honore, parce que c'est une manière finalement d'attester peut-être que l'audiovisuel public a une responsabilité peut-être plus forte que celle des autres en matière de qualité du contenu informationnel qui est produit. Est-ce que je peux répondre également à Monsieur le député Etchaniz et ensuite sur la problématique du financement? Oui, on sait qu'il y a une proposition de loi organique qui est déposée depuis un moment, qui est portée par les députés Gauthier et Bataillon, qui vise effectivement à modifier la LOLF pour nous permettre de prolonger la modalité de financement actuelle. Encore une fois, nous, on n'est ni la représentation nationale ni le pouvoir exécutif. On alerte simplement sur le besoin de disposer d'une ressource qui réponde à certains critères qui permettent notamment d'en garantir à la fois le niveau, la pérennité et également la dissociation du budget général de l'État. Enfin, sur la problématique de la gouvernance, notre présidente s'est déjà exprimée sur le sujet, donc je pense que je reviendrai pas nécessairement dessus. Simplement le fait de rappeler que les rapprochements, les convergences éditoriales, elles sont d'ores et déjà à l'œuvre. Il convient effectivement de les approfondir. Il y a une modalité qui actuellement en tout cas, semble faire l'objet de débats. Notre présidente a dit pour sa part y être favorable. Nous, on part du principe que tout ce qui permet de contribuer à l'émergence de médias plus globaux qui soient capables de faire résonner et travailler ensemble et converger la télé, la radio et le numérique va dans le bon sens, dans le contexte où les usages évoluent, les univers de concurrence évoluent, et il convient aussi que l'audiovisuel public puisse s'y adapter. Oui, Monsieur Husson. Oui, merci Madame la Présidente. Si je peux me permettre de rebondir sur les mêmes points que Livia, sur les obligations. Donc, nous, on est peut-être dans une situation particulière. France Média Monde, on est un groupe à dominante d'information. Donc nos radios, RFI, Monte Carlo, Doualiya sont plus généralistes, mais font beaucoup d'informations. Et France 24 sont 4 chaînes d'information. Ce qui fait que nous, dans notre cahier des charges, on a un chapitre entier dédié à l'information et contrat d'objectifs et de moyens. Donc je ne vais pas dire qu'on est pour les obligations. En tout cas, on vit très bien avec. Et donc ça ne nous pose aucun problème. Et au contraire, plus on a un cadre qui est clair, mieux on se porte. En revanche, ça me permet aussi de rebondir sur le coût de l'information, et notamment pour ce qui nous concerne, le coût de l'information à l'international, puisque comme le disait Cécile, un réseau de plus de 250 correspondants dans le monde, des médias internationaux, ce qu'on fait en fait n'a pas de rentabilité économique, et donc quand on voit nos concurrents de Al Jazeera, BBC, ils ont également des soutiens financiers importants de diverses natures. Mais en tout cas, ce n'est pas le marché qui peut pourvoir ce type de services et de médias. D'où, j'y reviens, donc l'importance d'avoir un financement public avec une recette affectée.
Donc je le disais tout à l'heure en conclusion de notre propos, pour nous c'est existentiel. Et je pense qu'on peut mettre ça en perspective sur la façon dont la France a défendu au sein de l'Union européenne le financement public de l'audiovisuel. À la fin des années 90, des acteurs privés ont essayé de remettre en cause le mode de financement de l'audiovisuel public. La France a été en première ligne pour le défendre. Là, le Media Freedom Act vient d'être adopté. Donc son article 5 rappelle l'importance pour des médias de service public et pour la liberté de l'information d'avoir un financement pérenne et prévisible. Et donc la France ne peut pas se permettre, je pense, d'être en deuxième division en la matière, et donc avoir une recette affectée. Pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel pour France Médias Monde, mais de mon point de vue aussi pour la France. Et si je peux me permettre, titre personnel, j'ai vécu dans 4 pays différents dans ma carrière, en Europe et en Asie. Et avoir un service public de l'audiovisuel qui bénéficie d'un financement solide affecté, ça fait vraiment une différence sur la qualité de l'information dont bénéficient les citoyens, et je dirais même sur l'ensemble des paysages médiatiques des pays, parce que ça élève le niveau, tout simplement. Ah, pardon, oui. Je ne voulais pas faire l'impasse sur le député Tchani sur la question sur le rapprochement. J'ai failli faire un oubli. Écoutez, nous, on a eu des échanges, bien entendu, à différents niveaux, y compris avec Marie-Christine Saragosse. Nous avons été reçus par la ministre de la Culture. À ce stade, on n'a pas d'indication sur les modalités et le périmètre de la réforme. Donc, nous considérons que nous n'avons pas à nous prononcer. On observe toutefois quand même 2 choses. La première, donc, on parlait de rapprochement télévision et radio. Donc, bien souvent, quand on parle de ça actuellement, c'est surtout France Télévisions et Radio France. Il se trouve que France Médias Monde a été créé justement en faisant déjà cette fusion télévision et radio. Et justement, ça nous a permis de noter quand même les spécificités qui existent entre ces métiers. Et la deuxième chose, c'est que les rapprochements, nous voyons au quotidien, on travaille très bien avec nos collègues de l'ensemble de l'audiovisuel public sur tous les outils techniques, sur les achats. Ça ne pose aucun problème. Dès lors qu'on est sur des rapprochements qui concernent les publics, parfois pour nous c'est plus compliqué parce que nous on a des médias en 21 langues et donc autant on fait beaucoup de choses sur le français avec nos collègues ici présents. En revanche sur le Haoussa et le Swahili, je pense qu'on est un peu plus seul et on a moins de synergie et c'est bien normal. Et donc ce qui fait que pour nous, quelles que soient les modalités qui soient mises en œuvre, le fait de prendre en compte la spécificité de nos médias et des financements qui doivent y être alloués, parce que je rappelle, on reprend seulement 7% du budget de l'audiovisuel public et on a face à nous des concurrents qui sont beaucoup plus dotés. Pour nous, là, c'est un enjeu qui est aussi fondamental que la recette affectée. Je vous rassure, on passe Oui. Oui, monsieur Razon. Ouais. Du coup, moi, je vais peut-être répondre à la question qui m'était posée sur l'intelligence artificielle. Et avant ça, sur l'esprit de résistance, peut-être l'esprit de résistance, juste pour dire un mot, la manière dont on l'entend, c'est vraiment finalement l'esprit du texte d'Edgar Morin qui a été publié dans Le Monde début janvier de cette année et qui nous semblait tout à fait juste et intéressante pour définir le rapport au monde d'Arte. Et sur l'intelligence artificielle, en gros, la manière dont on perçoit les choses, c'est effectivement à la fois comme une menace, et j'ai évoqué les risques qu'elle fait peser sur le paysage informationnel, mais aussi évidemment comme une opportunité, avec l'idée que ce qu'on est en train de vivre, c'est la deuxième vague de la révolution numérique, pour l'avoir vécu en direct en tant que rédacteur en chef du Monde.fr il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans maintenant. Hélas, le temps passe.
Je sais bien que les questions que ça nous pose sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que la question est celle de la vitesse. À quelle vitesse sommes-nous capables de nous adapter, voire d'anticiper ce qui va se produire? Et là, je dirais que ce qui compte, c'est l'inverse de la résistance. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la forme de résistance à ce qui est en train de se produire, avec tous les risques que ça comporte, alors on se fait dépasser et on se retrouve 20 ans plus tard avec un paysage informationnel balayé. Donc, il y a plusieurs lieux où il me semble qu'il y a des opportunités pour une maison comme Arte. Évidemment, sur la question du multilingue et de la traduction et de la présence, du coup, sur les territoires européens, sur tous les territoires européens, d'un côté. Deuxièmement, l'organisation des données à l'intérieur. En fait, nous sommes tous ici présents des grands producteurs de données. Elles ne sont pas toutes, en tout cas je vais parler pour nous, forcément hyper bien gérées. Et avec l'intelligence artificielle, on peut avoir une rationalisation de nos données qui permet la découvrabilité. Et donc il y a un enjeu essentiel par rapport à la discussion qu'on avait avant. Et il y a évidemment, en termes de production même d'informations, des opportunités, mais celles-là, elles sont à chercher, je dirais. Et donc c'est dans cette double attitude, à la fois extrêmement vigilante et très active, que nous nous positionnons. Oui. Monsieur Bon. Ah. Voilà, c'était pour rester sur ce sujet de l'intelligence artificielle, après je passerai. Pour vous répondre, mais alors aujourd'hui, il y a de l'IA aussi qui détecte des contenus faits par l'IA. Donc, on peut aussi développer ça. Mais surtout, il ne faut pas voir l'IA comme qu'une menace. Oui, c'en est une. Mais aussi, c'est pour nous une opportunité. Grâce à l'IA, on peut travailler sur le data journalisme, on peut travailler sur l'OSINT. Il y a plein de champs sur lesquels on peut aller aussi plus vite, nous, dans nos enquêtes. Ça ne veut pas dire les bâcler, hein, mais ça veut dire avoir des ressources supplémentaires et des sources supplémentaires grâce à l'IA. Donc, oui, il faut se méfier des dérives, mais il faut aussi en profiter, j'allais dire. Merci. Pas des dérives, hein, mais des technologies. L'IA qui contrôle l'IA. On va leur demander aussi ce qu'on pourrait faire. Alors, non, je plaisantais. Monsieur Bon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Juste rapidement, et pour ne pas paraphraser mes camarades qui se sont beaucoup exprimés, sur la question du coût de l'information, et c'est vrai qu'il est important, et je pense que ça se lie tout à fait avec la question du financement affecté, parce qu'au-delà de l'indépendance de la ressource, il y a aussi sa prévisibilité, notamment pour les médias comme la radio, qui sont des médias de coût fixe, qui sont des salariés qui, tous les jours, font des journaux d'information. Il est important d'avoir une prévisibilité, des coupes en cours d'année, de la budgétisation pose problème à cet égard, et d'avoir une trajectoire pluriannuelle. Ça permet également d'investir sur des sujets importants. On parlait de l'intelligence artificielle, on doit nécessairement avoir une vision un peu pluriannuelle. Sur le contenu de ce que c'est que l'information, c'est qu'une décision récente du Conseil d'État qui a fait beaucoup parler sur l'aspect pluralisme a aussi affirmé que la chaîne en question était bien une chaîne d'information et remplissait ses obligations en termes d'être une chaîne d'information. Ce qui pose effectivement la question de la différence entre le service public qui répond à la fois à un cahier des missions et des charges et qui rend compte devant votre commission de l'exécution de son contrat d'objectifs et de moyens à travers, et je ne vais pas paraphraser Livia Sorin, mais beaucoup d'éléments sont relatifs à l'information, pas que, mais en tout cas en termes de confiance, de nombre d'heures. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont à la fois des éléments quantitatifs, mais aussi des éléments qui permettent l'appréciation fine de la qualité de ce qui est fait par nos entreprises. Et peut-être qu'effectivement, dans la façon dont on explique de ce que c'est que l'information, peut-être qu'un renforcement pourrait être utile, parce qu'on voit bien qu'une émission de plateau de débat n'est pas forcément la même chose qu'un envoyé spécial en Ukraine, c'est certain. Oui, pardon, oui, allez-y, je vous en prie. Pardon, non, tout à fait. Moi, après, j'aurais plein de questions à vous poser.
Sur la question de la gouvernance, juste, effectivement, il y a eu des positions qui ont déjà été exprimées, et puis il ne nous appartient certainement pas de travailler sur ces sujets. Il y a la question du comment, sur lequel il y a beaucoup de discussions. Je pense que nos salariés, en tout cas, sont beaucoup intéressés à la question du pourquoi et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, et notamment quels sont les projets éditoriaux que cela permet. Et c'est en ce sens que, notamment dans le domaine de l'information, que ce soit avec France Télévisions, mais également avec France Média Monde, puisque nous partageons tous les trois, même avec Lina, même tous les quatre, le projet France Info. Je pense que c'est important de bien mettre au centre la dimension éditoriale, la dimension de projet, pour l'information, mais également pour la proximité. C'est en ce sens que 2 directeurs de projet ont été nommés récemment pour justement les mettre en œuvre et permettre une visibilité plus forte de la part de nos collaborateurs sur le pourquoi. Parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel, si on veut embarquer les équipes dans ce type de réforme, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que l'on le fait. Merci. Merci. Madame Plenet, vous souhaitiez la parole. Très brièvement, pour vous répondre, Madame la députée Metz, sur l'intelligence artificielle, vous posiez la question de savoir que mettre en place pour s'en protéger. Ça passe d'abord par la formation, évidemment, de nos journalistes, ce que nous faisons à France Télévisions, pour les initier tous à l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Ça a passé par la mise en place d'une charte de l'anonymat, pour protéger nos sources. Vous posiez la question de la protection de nos sources. Quand on récolte certains témoignages, des témoignages sensibles, il faut qu'on puisse protéger les personnes qu'on interroge, puisqu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut reconnaître une voix, on peut déflouter une image. Donc aujourd'hui, un simple floutage ne suffit plus. Donc ça suppose aussi de former nos équipes, rédacteurs, journalistes, reporters d'images, d'avoir une réflexion sur la manière dont aujourd'hui on recueille ces témoignages, dont on les tourne. Mais effectivement, pour reprendre aussi ce que disait Jean-Philippe, l'intelligence artificielle, elle peut avoir des avantages. Elle peut nous permettre effectivement de développer des enquêtes au SINT, comme on l'a fait dans le 20h avec nos enquêtes vidéo. Voilà, donc risque et inconvénients, mais effectivement, ça suppose une grande sensibilisation des journalistes sur le sujet. Merci. Donc, moi, je vais reposer quelques questions, mais après, si mes collègues veulent encore en poser, ce sera vraiment les bienvenus. Moi, je voulais avoir votre regard sur une information que j'ai entendue sur Radio France ce matin, donc sur la rémunération des utilisateurs TikTok. Voilà, c'est ce que ça vous inspire par rapport justement à cette concurrence, j'aurais envie de dire cette mise en concurrence avec l'information et avec ce que vous produisez, ou est-ce que le fait d'aller sur TikTok, c'est voilà, ce que ça vous inspire. Il y avait aussi, vous avez parlé à de nombreuses reprises les uns les autres de la stratégie de la diversification, notamment d'aller sur les différents réseaux sociaux, de multiplier les formats. Donc, quelles sont concrètement les retombées? Est-ce que vous le voyez dans les parts d'audience, est-ce qu'on arrive à récupérer effectivement ou à élargir l'audience sur les jeunes générations, puisque c'est aussi la demande que vous émettez en fait quand vous nous en parlez. Et puis moi j'avais une question encore suite au rapport d'évaluation de la mission sur l'évaluation de la loi Bloch, et les recommandations que nous avions pu formuler avec mon co-rapporteur Iñaki Etxaniz sur le métier de journaliste, donc et la nécessité peut-être alors on ne sait pas si, je vais pas dire repenser, mais alors quand on dit clarifier, c'est très clair le métier de journaliste pour qui sait ce qu'est un journaliste, voilà, et ce que ça comporte. Mais est-ce que, à votre sens, il faut le repréciser, et si oui, de quelle façon? Donc nous, on suggérait aussi, pourquoi pas sur des bandeaux, de mettre la qualité de journaliste. Alors à la radio, c'est sûr que le bandeau, c'est plus difficile. Quoique maintenant, on voit que beaucoup d'émissions de radio sont aussi filmées, mais d'avoir en fait, de bien mettre en évidence le fait que ce soit un journaliste ou alors un chroniqueur ou un expert, mais que ce soit régulièrement identifié dans les différentes émissions. Et on avait aussi une recommandation sur
peut-être de redéfinir comment on obtenait une carte de presse. Voilà mes questions. Mais je ne sais pas si mes collègues ont des questions complémentaires. Non, donc vous avez le droit de répondre à Je veux bien répondre à votre question, puisqu'on en avait déjà parlé ensemble, je pense, dans une précédente commission, où effectivement, je pense qu'il faut qu'on clarifie qui parle. Qui parle, parce que aujourd'hui, on voit un mélange des genres. On ne sait plus qui est commentateur, qui est ancien politique qui devient commentateur, qui est journaliste. Et encore une fois, je pense que qui est rémunéré, qui n'est pas rémunéré. Encore une fois, je crois qu'il faut clarifier, ne serait-ce que pour faire acte de transparence. Telle personne est journaliste dans tel journal, ce qui aussi peut indiquer quelque chose. En tout cas, peut indiquer la ligne éditoriale de ce journal, même si, encore une fois, ce n'est pas parce qu'un journal a une ligne éditoriale que tous les journalistes ont la même ligne éditoriale, ou en tout cas la même sensibilité. Mais je crois qu'effectivement, il faut clarifier pour que les gens puissent se repérer, puisque c'était le début de mon propos, ils sont perdus. On est tous perdus et on ne sait plus qui fait quoi, qui est quoi, et ce qui va aussi avec les réseaux sociaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, et puis surtout, quand quelqu'un a aussi un passé politique, je pense qu'il faut l'exprimer en tant que tel. Quand je n'ai pas de problème qu'on retrouve des politiques sur des plateaux, mais qui ne sont plus qui n'ont plus de mandat ou qui ne sont plus en activité, mais qu'on rappelle d'où ils viennent, je pense, ou qui en recherchent un, comme vous dites, j'en sais rien. mais en tout cas, qu'on explique qui est là. Un communicant qui peut être sur un plateau, mais communicant pour qui ? Voilà, donc je pense qu'il faut rappeler les origines des uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut ficher, hein, je suis contre le fichage, mais en tout cas, faire acte de transparence, encore une fois. Je crois que c'est ce que nous demande aussi le public, et ce dont nous avons besoin. Tout à fait. C'était notre recommandation numéro 1 avec Iñaki Etxaniz. Donc, ouais. Oui. Attendez, je vous donne le micro. Ouais. Je rappuie. Voilà, quelques compléments par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe. Bon, sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier, et l'ouverture du 8h de France Inter, si mon écoute est la bonne, effectivement, ils ont décidé de rémunérer leurs utilisateurs au nombre de vues et de temps passé. C'est leur logique commerciale à laquelle nous ne participons pas, et à laquelle, quand Facebook décide que les contenus d'information ne sont plus poussés par les algorithmes, c'est la même chose. On ne sait pas ce qu'il y a sous leur capot, en quelque sorte. Donc ils prennent des décisions et on en est les victimes la plupart du temps, malgré tout. Parce que c'est un univers, ce sont des univers, les réseaux sociaux, où, on l'a dit, un public jeune est présent. Pour nous, médias de service public, certes, à l'international de surcroît, il est essentiel qu'on soit présent sur ces plateformes-là. Se détourner de ces plateformes-là, c'est décider que nous ne toucherons jamais ces jeunes. Et nous pensons qu'il est essentiel aujourd'hui, avec ce que ça implique de formation de nos équipes, de dépenses afférentes, d'utilisation de nouvelles techniques et d'apprentissage de nouvelles grammaires. Il nous semble essentiel d'être présent dans ces environnements-là, parce que sinon, c'est se priver à coup sûr d'audience que nous devons atteindre coûte que coûte. Et on en a pour preuve quand même l'efficience de cette stratégie dans certaines de nos langues. Pour vous donner quelques exemples, quand on est au Cambodge sur une diffusion traditionnelle de la radio à une époque, et qu'on se rend compte que, en fait, nos consultations, même de la radio, et l'écoute de nos propositions éditoriales à l'aune de ce que sont nos médias, se trouvent sur Facebook, parce que nous faisons de la radio filmée, que nous diffusons nos contenus sur ce vecteur-là. On prend Facebook ou d'autres réseaux sociaux. On sait que cette stratégie-là est aussi payante. Un dernier exemple, utiliser les potentialités qu'offre aujourd'hui WhatsApp pour la création de chaînes
qui reprennent partie de nos médias ou de nos contenus ou permettent d'en dévoiler les coulisses. J'en parlais tout à l'heure. Nous avons fait ce choix-là à l'automne dernier avec une émission emblématique de RFI, Appel sur l'actualité, avec une chaîne, les contenus en général de France 24 ou de RFI. Et aujourd'hui, sur ces 3 chaînes-là, on compte plus de 7 millions d'abonnés si on ajoute les abonnés. Donc on sait qu'ils sont là et qu'on peut les atteindre sur ces vecteurs-là. Après, ça demande énormément d'agilité parce qu'aujourd'hui, ce vecteur est porteur. Il peut, encore une fois, la logique du capot fermé dont on ne connaît rien, et on aimerait en savoir plus, parce qu'on ne travaille pas non plus. Il faut pouvoir prévoir. Notre stratégie doit aussi s'adapter aux changements qui peuvent intervenir. Donc ça, c'est pour la diversification et les réseaux sociaux. Pour ce qui est du métier de journaliste, je rejoins totalement Jean-Philippe en ce qui concerne la transparence dont nous devons faire preuve quant à ceux qui s'expriment sur nos antennes. Et ça, c'est du devoir quotidien et même multi-quotidien de ceux qui présentent et qui animent, de dire d'où on parle, d'où l'interlocuteur parle et qui elle est. Quant à l'attribution de la carte de presse, il nous semble légitime qu'il y ait aussi une réflexion autour de ce sujet-là. On n'en a fait pas dans notre contribution aux États généraux de l'information que nous leur avons communiqué récemment. Nous n'avons pas encore été entendus, écoutés en tout cas, et auditionnés dans ce cadre, mais il nous semble légitime que tous les journalistes qui tirent l'essentiel, voire la totalité de leurs revenus d'une activité de médias qui répond à des standards déontologiques et professionnels puissent bénéficier de cette carte. Merci. Oui, monsieur. Bon. Juste pour rebondir sur ce sujet finalement de ce que vous appelez la diversification, certes, ce sont des publics qu'il faut aller toucher là où ils sont, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces stratégies d'aller chercher ces publics permettent aussi des rebonds vers nos médias. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je prends l'exemple d'une chaîne comme France Culture, qui n'est pas spécialement nécessairement très facilement accessible, notamment pour les publics les plus jeunes. En tout cas, c'est pas... on peut faire beaucoup de campagnes de publicité, on aura toujours du mal à leur dire c'est une proposition pour vous, mais à travers justement cette stratégie numérique, qu'elle soit à travers les podcasts, mais également à travers l'exposition de contenus plus courts, que ça soit sur TikTok, sur d'autres, on arrive à faire rebondir ces utilisateurs vers une consommation plus classique, plus traditionnelle. Et l'audience de France Culture aujourd'hui se porte extrêmement bien. Elle est au plus haut historique, elle n'a jamais été aussi élevée, en partie grâce au succès de sa stratégie numérique qui repose certes sur la délinéarisation, sur la capacité d'offrir des contenus à n'importe quel moment et sur beaucoup de types de formats, mais aussi beaucoup sur le fait d'aller chercher de nouveaux auditeurs dans ces réseaux. Et donc, il y a certes une diversification, mais c'est aussi, en quelque sorte, une stratégie de recrutement d'auditeurs à travers ces réseaux. Donc, il y a peut-être de la rémunération, mais in fine, il y a une récompense pour nous, c'est d'amener des auditeurs plus fidèles et qui consomment nos médias. Merci. Oui, alors, monsieur Razon et ensuite monsieur Bell. Pardon. Un tout petit mot très, très rapide pour dire qu'il me semble qu'il y a là un enjeu vraiment majeur en fait, pour les producteurs d'information d'être au contact des jeunes publics et que aujourd'hui, comme pour France Culture, c'est le cas pour Arte, son audience s'est démultipliée depuis sa présence sur YouTube, sur TikTok. Et aujourd'hui, alors, dans des discussions où effectivement il n'y a pas d'enjeu de rémunération, évidemment, mais où la question de l'attribution à la marque me paraît être essentielle. C'est-à-dire que ça n'est pas une question de certification, mais bien d'attribution qui permet non seulement la découvrabilité, mais aussi du coup l'habituation du public à des contenus et une forme qui est la marque de fabrique de certains de nos médias. Merci. Alors, non, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'attribution de la carte de presse. Je pense qu'il faut aussi faire attention de ne... Alors, il y a des écoles aujourd'hui qui sont reconnues par la profession, mais de ne pas restreindre aussi l'arrivée de journalistes dans notre profession ou de futurs journalistes dans notre profession. Il ne faudrait pas qu'on soit tous sur le même moule, fait du même moule, ce qui est déjà
le cas et on a besoin de diversité. On a besoin de gens aussi qui ne sont pas passés par les écoles, qui ont une autre vision de la société que nous pouvons avoir généralement et qui nous apportent quelque chose. Donc qu'on revoie les conditions, oui, mais voilà, je préfère dire, ce n'est que mon opinion, mais attention à ne pas restreindre cette attribution d'avoir fait une école de journalisme reconnue par la profession. Oui, j'entends bien. En fait, quand je vous posais la question, ce n'était pas forcément dans mon esprit de la labellisation par une école de journalisme, mais de voir, au vu des nouveaux médias aussi qui arrivent, comment on fait pour que, quand on a une carte de presse, il y a un certain nombre d'obligations liées à cela. Et à l'heure actuelle, un certain nombre, on va dire, de producteurs de contenu ne peuvent pas avoir cette carte de presse au vu des critères actuels et donc finalement ne sont pas soumis. Alors ils se soumettent, on va dire, de même à une charte de déontologie et à un code de déontologie, mais rien ne les y oblige puisqu'ils n'ont pas cette carte de presse. Voilà, c'est pour bien préciser mon propos qui n'était pas au contraire de restreindre, mais plutôt de faire en sorte qu'un certain nombre de... C'est pour ça que je dis producteurs de contenu, parce que je n'ai pas d'autres termes, puissent rentrer finalement dans ce moule, mais qui est très, très divers, avec toutes les obligations liées au fait d'être un journaliste. Madame Pléné. L'obtention de la carte de presse aussi, pour poursuivre sur ce que vous dites, c'est aussi un parcours, c'est-à-dire qu'on devient titulaire d'une carte de presse professionnelle au bout de 2 ans d'exercice pour un journaliste, 1 an pour un journaliste reporter d'image. Donc il ne suffit pas de publier du contenu sur tel ou tel support et se prévaloir du titre de journaliste pour l'être. Et pour revenir sur les offres jeunesse, pour parler de France Télévisions, en fait... pour peu finalement qu'on ait une offre qui intéresse ces jeunes publics, on s'aperçoit qu'ils sont demandeurs. On a, comme je le disais tout à l'heure, lancé C'est quoi l'info, notre JT Jeune, en septembre dernier, sur les réseaux. Donc il faut aller chercher ce public là où il est. Aujourd'hui, c'est 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est 1,8 million de vues la semaine dernière, 17 millions depuis le lancement de ce JT. Donc ces jeunes-là sont intéressés à l'actu et on s'aperçoit aussi qu'ils sont très exigeants. Au départ, on leur proposait un JT que nous, on appelle JT Jeune, avec 3-4 infos qu'on traitait quotidiennement. Et en fait, on s'est aperçu en réalisant des études quali qu'ils avaient envie qu'on approfondisse plutôt sur tel ou tel sujet, plutôt que de passer d'un sujet à l'autre et de zapper un peu. Eh bien, aujourd'hui, on leur propose des JT de 6 minutes, par exemple, sur la crise à Taïwan, les élections à Taïwan, et c'est quelque chose qui marche très bien. En fait, voilà, on a été les premiers surpris de découvrir qu'on a un public jeune qui a envie d'approfondissement, de décryptage, parce que finalement, aujourd'hui, ils sont informés sur les réseaux et les infos que tout le monde voit, ils les voient aussi. Ils ont envie qu'on aille plus loin, en fait, avec eux. Merci. Donc, moi, je me retourne vers mes collègues pour savoir si vous avez envie d'un rebond. Non. Donc, mesdames et messieurs de l'audiovisuel public, je vais vous remercier en mon nom et au nom de tous mes collègues d'avoir participé à cette table ronde dans le cadre des États généraux de l'information. C'était riche et vous nous avez donné matière à poursuivre nos réflexions et à faire en sorte que notre contribution aux États généraux de l'information soit la plus riche et la plus plurielle possible. Donc merci beaucoup. Et je dis à mes collègues que nous nous retrouvons après la suspension des travaux parlementaires, le mercredi 30 avril. Merci.